Bonjour à tous, bienvenue. Bonjour Monsieur le Recteur. Bonjour Franck. Nous avons 40 minutes à peu près pour poser les questions que les internautes, notamment, et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ont bien voulu nous soumettre. Donc allons-y directement. Monsieur le Recteur, cette rentrée, comment est-ce qu'elle se présente ? Alors elle se présente d'une manière un peu originale pour moi puisque c'est la 5e et dernière d'un mandat quinquennal qui m'a été confié en 2019. Et de ce fait, elle est assez agréable puisque une fois que l'on fait des projets avec les différents conseils de l'université, avec l'équipe rectorale, avec les parties prenantes de l'université, eh bien c'est un peu le moment de la moisson d'un projet quinquennal d'université. Alors, qu'est-ce que nous récoltons de particulier dans cette moisson ? D'abord, un certain nombre d'initiatives proprement académiques qui arrivent à terme. Nous ouvrons cette année une nouvelle école d'ingénieurs. Le STBB devient école d'ingénieurs en biotechnologie. L'école d'ingénieurs de l'UCLI. Notre campus d'Annecy continue à se développer. Nous allons atteindre 400 étudiants cette année. Nos nouvelles formations d'histoire et de sciences de l'éducation se développent avec une deuxième année de licence. Donc, au fond, un certain nombre de projets qui nous tenaient à cœur ont avancé. La chaire vulnérabilité que nous avions créée en 2019 va avoir ses 2 derniers colloques cette année. Et donc, on va arriver au résultat, finalement, de cette recherche. Et au fond, à travers tous ces projets, s'exprime peut-être une idée de l'identité de notre université catholique. Au fond, nous nous sommes posés la question de à quoi sert une université catholique en France. Et donc, au fond, dans ces 5 années, nous aurons développé une certaine idée de ce qu'est une université catholique en France. Une université catholique, c'est un lieu qui fait sens, à la fois pour l'Église et pour la société. C'est un lieu qui est au service de la jeunesse, bien sûr. C'est un lieu où on rassemble un certain nombre de compétences. Nous avons 150 enseignants-chercheurs. Et puis peut-être le modèle original que nous avons développé au service de la jeunesse nous donne une certaine fierté. Donc c'est un lieu où on est assez fier de servir la société dans ce lieu original que constitue l'Université catholique. Vous avez aussi choisi de placer cette rentrée, enfin on l'a vu à travers toute une série d'initiatives des écoles et des salariés aussi, sous le thème de la transition énergétique et écologique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans le bon timing par rapport au reste de l'enseignement supérieur ? Alors je dirais transition énergétique et écologique et responsabilité sociétale. Et vous savez que le thème qui a été choisi pour l'année, c'est le thème de l'inclusion et de l'innovation. Voilà. Alors, innovation, transition écologique, évidemment. Et donc là, nous savons tous qu'il y a urgence. Nous le savons d'autant plus que nous sortons d'un été un peu éprouvant à Lyon pour ceux qui étaient là au mois d'août. Plus concrètement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'objectif de la neutralité carbone, c'est un objectif de production de 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. En France, on en est à 10 tonnes et on n'est pas le moins vertueux des pays européens, voilà, puisqu'on a 0,9% des émissions mondiales de CO2 pour une population de 0,9%. Donc on a au fond une certaine correspondance. Mais néanmoins, c'est trop. Les personnes un peu vertueuses font déjà des efforts et arrivent sans doute à 5,5 tonnes, 6 tonnes. Mais pour arriver à l'équilibre carbone en 25 ans, il va falloir assez profondément, à mon avis, changer d'habitude de vie, d'habitude de déplacement certainement, d'habitude alimentaire peut-être. Nous avons la chance à Lyon d'avoir des bâtiments récents, donc la consommation de CO2 de nos bâtiments universitaires est faible. Le campus Carnot a un peu plus de 15 ans, ce campus-ci arrive à ses 8 ans, le campus d'Annecy est neuf. Mais malgré cela, voilà, il va falloir quand même réfléchir aux moyens d'améliorer encore notre bilan carbone. Il y a également une aide à cette transformation. Cette aide, c'est rejoindre un certain nombre de consortiums. Donc par le biais de labellisation, donc il y a eu un engagement au niveau de la commu Université de Lyon, dont nous sommes membres associés. L'ensemble des composantes de cette commu ont signé une charte d'engagement écologique au mois de juin, je l'ai signée donc, et nous allons continuer en signant les accords de Grenoble le 28 septembre, initiative étudiante donc qui permet aux universités de s'engager à l'initiative de leurs étudiants sur un chemin de conversion écologique. Et ce chemin devrait nous mener, dans les 2 ans, à une labellisation développement durable, responsabilité sociétale, DDRS, pour les initiés. Mais pour y arriver, évidemment, il ne faut pas y arriver simplement
en désordre, donc il faut que quelqu'un coordonne ces efforts, et donc je créerai fin septembre, à l'occasion de la signature des accords de Grenoble, une nouvelle direction centrale dans l'université, une direction transition écologique et qualité. Est-ce que concrètement aussi, il y aura des choses comme, je ne sais pas, le tri des déchets ou... Alors, le tri des déchets existe déjà. Donc, il s'agit pour nous de franchir une étape pour optimiser le tri des déchets. Oui, ceci est prévu, et donc, alors, en avant-première, normalement, l'annonce officielle serait faite le 28 septembre, mais je vous la fais, et le tri des déchets sera optimisé, sera mis en place le 15 octobre, c'est-à-dire extrêmement vite. Ça marche. Donc, sur un modèle, là, je reviens de l'Université catholique de Lille, où on avait la réunion des recteurs des 5 universités catholiques françaises, et donc Lille a déjà mis en place ce modèle, et vous, responsable de la communication, aurez sûrement un rôle d'information interne à l'université, sous le mode simplement d'information sur nos panneaux numériques, pour dire qu'est-ce qu'il y a de neuf cette année, l'optimisation du tri des déchets, pensez-y. Voilà. Parce que tout ce qu'on est en train de se dire ne peut pas se faire, j'ai envie de dire, sans vous, c'est-à-dire sans une communication interne incisive, accompagnante, qui rappelle que, etc. Et donc là, il va y avoir, pour vos services, Monsieur Pissochet, je vous l'annonce, un nouveau travail. Ça marche. Donc ça, la transition écologique, c'est un vrai enjeu. Il y en a un autre qu'on a commencé à toucher du doigt pendant la crise du Covid, c'est cette question d'hybridation des formations un peu ou des Oui, cours. alors c'est une question pédagogique, je dirais, de deuxième génération numérique. J'ai eu l'occasion de vous dire précédemment que qu'est-ce qui se passait dans un cours dans les années 70 lorsque j'étais étudiant en médecine. Dans les années 70, le prof faisait cours et nous prenions des notes de manière sportive pour ne pas perdre le fil de la parole du prof. Donc un cours d'université, c'était de la dictée, si on y réfléchit bien. L'arrivée du numérique met en place des plateformes sur lesquelles les enseignants peuvent mettre un certain nombre de documents de référence, dont d'ailleurs le texte exhaustif de ce qu'ils vont dire, ce qui leur permet d'être beaucoup plus libres vis-à-vis de leur texte et d'apprendre aux étudiants à s'orienter dans ces textes. Ce n'est pas encore de la pédagogie inversée, mais c'est une étape vers la pédagogie inversée. Alors aujourd'hui, évidemment, les choses ont beaucoup changé à l'occasion du Covid, où on a eu 2 expériences. La première, c'est qu'on était capable d'enseigner à distance quasiment immédiatement à la fermeture du campus le 12 mars 2020. Je m'en souviens encore parce que c'est une expérience quand même un peu marquante de ne plus être que 5 ou 6 personnes dans ce campus de 35 000 m². C'est un petit peu traumatisant. Carnot fermé. Donc, mais évidemment, même si ce n'était pas très confortable pour les étudiants, parce que les étudiants ont vraiment souffert pendant 2 ans, de ne plus être en vie communautaire étudiante, on a vu qu'on avait là un outil technique qu'on maîtrisait. Et donc la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on garde de cet enseignement à distance dans une pédagogie diversifiée qui comportera des enseignements magistraux, des enseignements en groupe et des enseignements à distance. Il faut évidemment pratiquer la politique des petits pas en ce domaine. Donc autour du vice-rectorat formation vie académique, autour de la vice-rectrice, l'ensemble des directeurs d'unités enseignantes se sont réunis plusieurs fois pour faire un plan d'action. Et donc c'est la faculté de droit qui a choisi d'être le premier lieu d'expérimentation d'une pédagogie plus diversifiée. Donc cette année, en droit, il y aura une diversification pédagogique. Il faudra évidemment faire un débriefing de l'expérience à la fin de l'année pour voir ensuite quelles sont les unités suivantes qui vont rentrer dans ce système. Et donc là, je remercie évidemment la vice-rectrice, la professeure Emmanuelle Gorbali, qui accompagne cet exercice de diversification. Merci. Dans le même esprit aussi, il y a tout un débat en ce moment dans l'enseignement supérieur sur l'intelligence artificielle, ChatGPT. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée? Comment on prend là aussi, on a besoin ici d'intelligence collective. Vous voyez bien, vous me demandez à moi, que pensez-vous de ChatGPT? Je suis dans l'incapacité de vous répondre parce que c'est des sujets sur lesquels on a besoin d'être conseillé. Alors, on a vu que certains lieux de formation supérieure étaient partis assez vite dans des décisions assez contradictoires. Les uns disant, ben oui, bien sûr, essayons de voir quel est le bénéfice pédagogique de ChatGPT, les autres étant simplement dans l'interdiction. Donc là encore, ce groupe des responsables d'unités d'enseignement est un groupe fondamental pour réfléchir à ces questions pédagogiques. Donc ils ont mandat, toujours accompagné par cette vice-rectrice, d'arriver à une solution qui déjà
recueillent leur unanimité, c'est-à-dire autrement dit, quel va être leur consensus sur cette question. Et une fois qu'on sera arrivé à l'unanimité, je pense qu'on sera dans une période d'expérimentation de la décision. Donc on ne va pas légiférer, mais il y aura une décision expérimentale qui sera prise, qui sera mise en œuvre. Donc ils vont travailler ce point au premier trimestre universitaire 23-24. Donc je serai en état de vous donner leur réponse, je pense, au tout début de l'année civile 2024. L'année, vous l'avez dit, va être marquée par un certain nombre d'événements. L'un des premiers événements, bon, il y a la rentrée solennelle le 26 septembre, et là je rappelle aussi que vous êtes en train de participer aux rentrées des différentes entités de l'UCLI, mais ça va être le colloque de la chaire vulnérabilité. J'ai cru comprendre que c'était le dernier colloque, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Donc on est dans une deuxième séquence. Donc pourquoi on a fait une chaire vulnérabilité ? Lorsque j'ai été nommé recteur de l'université, je me suis dit, mais quel est le moyen pour cette université de rayonner dans la société à Lyon et au fond de construire des interfaces plus actives avec la société civile dans toutes ses dimensions. Donc, et d'autre part, comment aider nos enseignants-chercheurs à croiser leurs disciplines. Donc on a fait réfléchir les enseignants-chercheurs sur le thème qui leur était commun, et le thème qui est sorti à l'époque, c'était le thème des vulnérabilités. On était avant le Covid-19, ce qui est intéressant, mais déjà, ils sentaient qu'il y avait des lieux de vulnérabilité dans la société. Donc, nous avons eu une première série de colloques dont le but était simplement de tester la catégorie de vulnérabilité. Est-ce que c'est une catégorie opératoire pour penser le réel, tout simplement? Et puis également pour la tester dans des domaines plus pratiques. Donc, on l'a testé en économie, en protection sociale et en écologie. Et donc, ça a donné 2 premiers colloques ouverts sur la société avec publication. Et puis nous nous sommes dit, bon voilà, vers où allons-nous maintenant? Et donc la question qui est sortie du Conseil d'orientation de la chaire, qui est assez intéressant, puisqu'il rassemble des politiques, un ancien maire de Lyon, Georges Képénékian, mais également des universitaires, mais également des entrepreneurs. Guy Sidos et Elisabeth Hérault sont les 2 coprésidents de la chaire, des économistes. Voilà, des évêques fondateurs de notre université sont présents, le général commandant de l'école de santé des armées fait partie, donc un conseil d'orientation extrêmement diversifié où la mayonnaise a bien pris, j'ai oublié les médecins des hôpitaux lyonnais, et donc on s'est dit au fond, qu'est-ce qu'il faut maintenant instruire? La question de l'effondrement des systèmes. Alors, pourquoi l'effondrement des systèmes? Parce que vous voyez bien que quand on parle de la médiation démocratique, on dit qu'elle est en crise. Quand on parle des syndicats, on dit qu'ils n'attirent plus personne. Quand on parle de l'éducation, on dit que l'école est en crise. Quand on parle de l'hôpital, on dit que l'hôpital est en crise. Donc, et quand on parle des grandes organisations internationales, on dit qu'elles ont perdu la main sur la réalité. Donc, y a-t-il un effondrement des systèmes? Et si oui, quels sont les lieux de résilience et où réside l'espérance? Donc ça va être le thème des 2 colloques qui viennent. Un colloque scientifique d'abord, comme toujours, les 25 et 26 octobre, où là on s'interroge sur la réalité de cette notion d'effondrement. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Et si oui, comment l'instruire? Et puis deuxièmement, un colloque de nouveau ouvert sur la société, où il y aura un certain nombre de personnes qui ont eu des responsabilités importantes. 2 anciens ministres viendront, des personnes qui ont des responsabilités importantes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et également dans le monde de l'université. Vous parlez des journées de l'UCLI, c'est ça? Je parle des journées de l'UCLI du mois d'avril prochain, des 10 et 11 avril prochains, qui seront la dernière manifestation de la chaire vulnérabilité, dont nous pensons ensuite qu'elle pourrait être transformée en lieu d'enseignement. Et donc un dernier projet du quinquennat sera de créer une faculté de sciences sociales à l'UCLI, mais dont les cycles de master et de doctorat seront plus particulièrement dédiés à ce thème très large des vulnérabilités, puisque quand je vous parle de la vie sociale, le thème des vulnérabilités est une évidence, de la vie économique également, de la vie de l'entreprise également, de la vie politique également, de la vie internationale également, et de la vie humaine, parce que nous sommes, vous et moi, Monsieur Pissochet, des personnes vulnérables et mortelles. Et donc, au fond, vous voyez, dans la société française, il y a aussi un élément de la vie humaine qui est, je dirais, le fait qu'elle se termine, qui est un peu occulté. On parle peu des personnes âgées, on parle peu de la perspective de la mort, même si tout le monde l'a redécouvert de manière violente lors de la crise du Covid. Et c'est le travail de cette chaire, au fond, puis ensuite de cette faculté de sciences sociales, de s'atteler au réel en ce 21e siècle si différent, par cet angle d'abord spécifique des vulnérabilités. D'accord. Donc une future faculté de sciences sociales. Parmi les investissements de cette rentrée, il y en a un qui est assez significatif, ça va être la création d'une maison de la recherche et de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Enfin. Comment est-ce que, d'un point de vue d'un étudiant, qu'est-ce que ça lui apporte aussi?
Alors d'abord, il ne faut jamais oublier qui nous sommes. Nous sommes un établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général, un ESPIG pour les initiés, labellisé par l'État. Ce qui veut dire que l'État nous visite tous les 5 ans. Le Haut Conseil pour l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur nous visite, nous a visité en 2020, a fait un rapport. Ce rapport a fait 51 préconisations. Ouais. Je suis en train, en cet automne 2023, de faire un rapport de mi-distance, enfin, on est plutôt vers la fin quand même, puisque le prochain passage du HCRES, c'est en 2025, mais un rapport pour dire comment j'ai honoré ces 51 recommandations. Parmi ces 51 recommandations, il y en avait une concernant les installations de la recherche. Vous n'avez pas de locaux à la hauteur d'une unité de recherche qui rassemble 150 enseignants-chercheurs et 70 doctorants. Donc il faut que cette unité de recherche ait des lieux permettant aux différents projets de recherche d'avoir des espaces dédiés, aux directions de thèse de se faire, etc. Et deuxième recommandation, on ne voit pas suffisamment clairement le lien entre la recherche et la valorisation de la recherche. Comment monnayez-vous les résultats de votre recherche auprès du monde de l'entreprise en particulier? Et donc, il faut là aussi que vous ayez des supports inscrits dans la pierre, pour le dire comme ça. Il se trouve qu'il nous restait 2 étages non aménagés, et donc que ces 2 recommandations du HCRES ont débouché sur l'idée de construire une maison de la recherche et de l'entreprise qui va précisément inscrire dans la pierre ce que nous sommes invités à faire par l'État, c'est-à-dire fonder dans notre université une unité de recherche visible de tous et à laquelle tous puissent accéder, et faciliter la communication de cette unité de recherche avec le monde de l'entreprise par des locaux dédiés. Donc, il y a eu un certain nombre de retards, de délais, il a fallu consulter l'architecte qui avait fait le bâtiment du campus Saint-Paul pour voir ce qui était possible et ce qui ne l'était pas. Les travaux vont maintenant se mettre en route et donc nous espérons une ouverture de ce lieu le 10 avril prochain. Ce lieu qui va également être un lieu de résidence pour le cercle des mécènes, c'est-à-dire le cercle des entrepreneurs qui soutiennent vraiment régulièrement notre université. Et l'idée, c'est évidemment pas simplement qu'ils soient des financeurs, mais qu'ils participent à notre réflexion. Chaque fois que je rencontre des entrepreneurs, ils me donnent une vue différente sur l'université parce que c'est une vue qui vient de l'extérieur. Ils disent, nous, dans l'entreprise, en ce moment, il se passe ça. On a besoin d'être éclairés, par exemple. Toutes les entreprises aujourd'hui sont interculturelles. Et donc, leur question, ça va être qu'est-ce qu'une université comme la vôtre nous apporte comme moyen pour penser l'interculturalité en France aujourd'hui? Effectivement, eux aussi voient l'effondrement des systèmes, et donc voilà, ils sont assez intéressés par le travail de la chaire vulnérabilité, mais donc leur question va être comment vous allez profiter des travaux de cette chaire vulnérabilité pour ensuite fabriquer des modules qui vont être à destination de l'entreprise. On a eu également un projet Europe Région Université catholique, le projet Priora sur la responsabilité sociale d'entreprise. Ce projet aussi va déboucher sur la production de modules à destination des entrepreneurs. C'est un projet de recherche qui a été mené par notre pôle de recherche en sciences économiques. Donc au fond, il y a différentes interfaces qui se jouent dans notre université. Bon, il y a une interface évidente recherche-formation. Vous ne pouvez pas faire cours si vous n'avez pas toujours une avance en recherche sur ce que vous dispensez. Donc autrement dit, et l'État insiste beaucoup pour que nos formations, dès la 3e année de licence et en master, soient des initiations à la recherche. Donc un interface recherche-formation. Un interface formation monde de l'entreprise. Là, c'est les questions de l'alternance, des stages, des débouchés professionnels. Et puis un interface recherche, valorisation de recherche, monde de l'entreprise. C'est-à-dire comment, au fond, nous ne sommes pas en circuit fermé dans cette université et comment la recherche que nous produisons bénéficie à la société, ce qui est quand même le but d'une université. Une université qui ne profiterait pas à la société, là je ne vois pas très bien quel serait son avenir. Cette question des locaux aussi, elle a beaucoup été abordée à travers tous les ateliers que vous avez menés l'année dernière sur la qualité de vie au travail et la qualité de vie étudiante. Justement, alors quelle suite vous allez donner pour cette année académique ? Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce qui a été dit dans ces différents ateliers? Alors, le travail d'un recteur, c'est de donner l'impulsion à une université. C'est-à-dire, c'est de dire, bon, au stade où nous en sommes, nous devons absolument nous saisir de telle ou telle question, parce que si nous ne le faisons pas, nous allons prendre du retard ou nous n'allons pas répondre aux attentes des parties prenantes internes et externes. Donc, c'est ce que j'ai fait moi en lançant 2 chantiers l'an dernier. Le chantier qualité de vie étudiante, c'est-à-dire au fond avoir un retour de nos étudiants
sur la formation dont ils bénéficient dans cette maison, qualité de vie au travail, c'est-à-dire comment les différentes parties prenantes du personnel regardent leur vie de travail à l'université. Les résultats de ces groupes, alors qualité de vie étudiante, le premier résultat était quand même un énorme témoignage de satisfaction des étudiants auxquels nous ne nous attendions pas, c'est-à-dire que tous les étudiants consultés en assemblée d'université ont dit qu'ils étaient heureux de leur formation à l'UCLI. Ceci dit, donc, il y avait cette attente devant l'urgence écologique dont ils nous ont fait part. Il y avait des demandes d'accompagnement en matière de santé, dans ces différentes dimensions, la santé, mais quand même en particulier un accompagnement psychologique peut-être plus fort que précédemment. Et puis il y avait une demande également sur l'aménagement des locaux, davantage de lieux dédiés, soit au travail personnel, soit à la détente, à la restauration. Voilà. Du côté du personnel, alors des attentes plus diversifiées évidemment, parce que le personnel est lui-même diversifié. Il y a des personnels administratifs, des personnels techniques, des personnels enseignants, des enseignants-chercheurs. Les fonctions ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, et pourtant tous concourent à la formation. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je ne suis pas enseignant que je ne concours pas à la formation des étudiants, parce que les étudiants, ils croisent tout le monde dans l'université. Alors, il y a, je dirais, une attente des personnels sur le plan des carrières, c'est-à-dire, au fond, quelle est la progression d'une carrière à l'UCLI, et sur la sécurisation de ces carrières. Et cette année, nous sommes en train, avec la délégation syndicale, de travailler à un accord d'entreprise dont on espère qu'il va être achevé au printemps 2024. Et on espère que cet accord d'entreprise va répondre évidemment à cet aspect des demandes des personnels en matière de formation interne également, puisque vous ne progressez pas dans une carrière si vous n'êtes pas accompagné sur le plan de la formation. Il y a la question des locaux. Donc la question des locaux, c'est un peu de la même manière que les étudiants. Quand même, peut-être rendre les locaux plus agréables, qu'il y ait des lieux où l'on puisse vraiment se poser. Voilà. Et puis, il y a une question concernant la communication interne. Là aussi, je suis tenté de vous la renvoyer, monsieur le directeur de la communication, mais il est clair qu'un des gros résultats des ateliers qualité de vie au travail, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de communication à l'intérieur même des unités, entre unités et services centraux, etc. Alors peut-être que l'architecture du bâtiment y est pour quelque chose, en tout cas à Saint-Paul, parce que c'est vrai qu'on a ces différentes ailes qui ne communiquent pas tellement entre elles. Et puis il y a eu le choix de faire des bureaux séparés plutôt que des open space. Donc évidemment, quand on construit des murs, ça ne facilite pas la communication. Donc vous avez, je crois, milité et obtenu la mise en place d'un intranet qui est finalement une manière moderne de traverser les murs. L'intranet, c'est un passe-muraille, donc on espère que le passe-muraille va être efficace. Et puis je pense aussi, vous voyez, qu'on ne réussit pas la communication interne si chacun n'y met pas du sien. Donc autrement dit, pour communiquer avec les autres, il faut le vouloir. Et je pense que maintenant que cette question concernant la communication interne a vraiment été énoncée dans les différentes instances de l'UCLI, je pense que normalement, les membres du personnel étant responsables, ils vont s'en saisir pour améliorer la vie qu'ils ont à l'intérieur de leur service et entre services. Il y a une nouvelle rentrée aussi à Annecy. Donc, est-ce qu'il y a des nouveautés sur Annecy ? Alors, cette année, on est plutôt quand même dans la consolidation de ce qui existe déjà. On a quand même quelques formations nouvelles, ce qu'on appelle des MSc Masters of Sciences, dans l'école de business, donc des formations SDS d'Annecy, qui commencent cette année. On a le projet d'obtenir, mais là, il faut encore obtenir les certifications pour dans un an un grade master en sciences de gestion à Annecy, comme nous l'avons déjà ici à Lyon. Mais surtout, c'est la croissance maintenant devenue chronique de notre faculté de droit et de nos formations en gestion. C'est la première année, l'année dernière, que des étudiants sont sortis de L3 étant rentrés en L1 3 ans avant, mais c'était une première année expérimentale. Donc là, nous avons maintenant 3 années qui ont des effectifs normaux, conformes à la Convention en droit, et parallèlement, les effectifs de gestion croisent. Donc nous allons passer cette année de 300 à 400 étudiants à Annecy. Et il ne faut pas croire que ça se fait comme ça, parce que les équipes sont assez peu nombreuses à Annecy, et ça veut dire qu'ils vont grandir d'un tiers.
ce qui, pour l'ensemble du personnel administratif, est un pas considérable. Donc il faut être attentif à Annecy à ce que la croissance ne soit pas trop rapide pour permettre aux équipes qui accompagnent les étudiants de digérer cette croissance. Ce qui va être également neuf, c'est, je trouve que les parties prenantes du campus d'Annecy, qu'Aurélien Eminet dirige, nouent progressivement des liens avec la société locale. Et je vois ça tant avec le monde juridique, en droit, qu'avec le monde de l'entreprise et le monde politique. Et donc, je pense que le campus d'Annecy entre progressivement dans le paysage haut savoyard et même savoyard. Sur l'international, on voit de plus en plus revenir les étudiants internationaux sur nos campus. Est-ce qu'il y a des annonces ou des... Alors, la politique internationale a eu plusieurs axes. Depuis que je suis là, j'ai cherché à définir des universités cibles avec lesquelles nous aurions des accords cadres. Un accord cadre, c'est un accord qui permet des projets de recherche en commun, qui permet des doctorats en cotutelle, qui permet des échanges de chaires, des échanges d'enseignants, qui permet des échanges d'étudiants. C'est très long, je pense que nous en avons 2 qui fonctionnent en Italie, Perugia et la LUMSA à Rome. Nous sommes sur la voie d'un accord cadre avec l'Université catholique du Portugal et avec l'Université Laval à Québec. Voilà. Nous avons des accords de formation doctorale conjointe avec un réseau en Contemporary Humanism, donc là qui nous lie à l'Université catholique australienne, ACU, à l'Université catholique du Chili et à l'Université LUMSA à Rome. Et c'est pas à pas qu'on progresse. Et puis après ça, nous avons notre plus grand réseau d'échanges ordinaires d'étudiants, et nous avons plusieurs centaines d'universités partenaires. Et là, le directeur des affaires internationales, le professeur Violet, étend sans cesse ce réseau qui permet des échanges étudiants européens et extra-européens. Évidemment, la question de la mobilité internationale ne pourra pas être décorrélée de la question de la transition écologique. Donc, la réflexion commune qui va devoir être menée, sans doute plutôt par mon successeur, ce sera qu'en est-il de notre politique internationale en période où nous savons bien que les mobilités représentent le gros du bilan carbone d'une université. Là, je reviens de Lille, je vous le disais. Leurs calculs montrent que les mobilités étudiantes et les mobilités du personnel représentent 70% du bilan carbone de l'université. Merci, monsieur le recteur. On va passer à une série de questions, donc beaucoup qui ont été proposées par les internautes, avec des réponses très très courtes. Question courte, réponse courte. Question courte, réponse courte. Allez, la première. Est-ce que vous êtes plutôt Noël ou Pâques? Pâques. Est-ce que vous êtes plutôt sapin ou crèche? Sapin. Est-ce que vous êtes plutôt théologie ou philosophie? Théologie. Alors justement là sur ce point, pour éclairer nos internautes, pourquoi est-ce que la philosophie est si importante dans la formation d'un prêtre? Parce que la philosophie, c'est ce qui vous donne accès à tous les autres systèmes de pensée que le vôtre. C'est-à-dire que de toute manière, la philosophie pose la question de l'homme dans tous ses états, d'une certaine manière. Et donc, quelle que soit ma théologie, si je ne passe pas par ce véhicule qui me permet d'instruire les questions de l'humanité au sens le plus large du terme, je resterai dans mon silo éternellement. Donc, depuis que je suis arrivé dans cette université, je dis parfois avec humour aux théologiens, sortez de votre silo, parlez aux autres, aux philosophes en particulier, mais plus large. Et c'est ce qui s'est passé dans la belle unité de recherche Confluence Sciences et Humanité. On a fait 8 pôles de recherche, dont un pôle philo-théo, et surtout on a fait des projets de recherche qui articulent une pluridisciplinarité entre ces pôles. La théologie repose sur la conviction, en gros, que la tradition chrétienne apporte quelque chose à la culture et à l'homme contemporain. Mais si nous sommes tout seuls à nous dire oui, nous apportons quelque chose à l'homme contemporain et à la culture contemporaine, ça ne va pas être très intéressant. Donc ce n'est qu'en allant au contact que l'on va voir ce qu'apporte vraiment cette tradition chrétienne à la culture contemporaine. Et à mon avis, les universités catholiques sont les lieux par excellence où nous faisons cela. Je vous disais tout à l'heure, une compréhension particulière, une idée particulière de ce qu'est une université catholique en France. Et je vous parlais du sens. Le sens, c'est ça, c'est la rencontre de la théologie avec les autres disciplines. On repart sur les questions courtes et réponses courtes. Vous êtes plutôt rentrée scolaire ou remise des diplômes? Les deux. Vous êtes plutôt contrôle continu ou examen final? Les deux. Bac en mars ou bac en juin?
Je précise que je ne suis pas normand, je suis lillois. Bac en juin, bien sûr. Neurologue ou recteur? Les deux. Vous êtes plutôt Mozart ou Beethoven? Johann Sebastian Bach. Le troisième. Vous êtes plutôt Saint-Irénée ou Saint-Paul? Saint-Paul. Vous êtes plutôt Lyon ou Lille? Lille. Je suis attaché à ma ville natale. Je pense que l'enfance nous marque à vie. Je reviens de Lille, j'y suis allé pour la rencontre des recteurs. J'étais chez moi et je pense on ne quitte jamais la ville de son enfance. Donc Lyon, j'y ai fait. Bon, c'était plus l'enfance, mais j'ai fait mon service militaire. J'étais médecin aspirant quand même à Lyon. Donc c'est vrai que Lyon m'est familier parce que j'y suis venu souvent. Voilà. Et puis là, j'y suis resté longtemps. Magnifique ville, Lyon, évidemment, et un des berceaux de la France. Mais ma ville natale, évidemment, aura toujours le pas. Vous êtes plutôt Fête de la Science ou Festival Musically? Je rappelle que Fête de la Science. Moi, je pense que c'est formidable de montrer à des enfants la mitochondrie, et puis de voir ces étudiants de l'ESTBB, de l'ESCES, qui font ça avec cœur, qui passent 3 journées avec des CM1, des CM2, des collégiens, c'est super. Et puis c'est l'ouverture de l'université sur la société au plus large. Je rappelle les dates pour le Festival Musically, c'est pendant les Journées du patrimoine aussi, c'est les 16 et 17 septembre, et la Fête de la Science, qui est en train de se préparer très activement aussi, 9, 10 et 11 octobre. Et il y aura plein d'événements culture, parce que la mission culture... Pas oublier aussi... que je suis médecin, donc la mitochondrie me touche. Alors, à la veille de la Coupe du Monde, est-ce que vous êtes plutôt foot ou rugby? Rugby. Question, alors réponse courte aussi, quel est votre personnage historique préféré hors religion? Alors, Václav Havel, Yitzhak Rabin, Angela Merkel peut-être, et Joachim Gauck, qui était un pasteur en Allemagne de l'Est et qui est devenu plus tard président de la République fédérale d'Allemagne. Quelques mots aussi, parce que vous êtes enseignant, vous êtes professeur. Quel est votre pire souvenir, là, pour le coup? D'enseignement? Ouais. Pire souvenir d'enseignement? Écoutez, vous voyez, j'ai du mal à vous répondre, donc j'ai pas tellement de... Peut-être que c'est du côté des étudiants qu'il y a les pires souvenirs. Du côté du prof, il n'y en a pas trop. Bon, on termine avec une question qui est importante, parce que c'est une devise que vous mettez souvent en avant à l'UCLI, c'est croiser les savoirs pour un monde durable. Comment est-ce que vous expliquez ça à un étudiant de première année? Ça veut dire quoi, croiser les savoirs pour un monde durable? Je pense que le monde durable, en première année, il voit tout à fait à quoi je pense, parce que les premières années, cette année, sont nées en 2005. Ils auront 80 ans en 2085, je ne vous fais pas un dessin. Et donc, effectivement, aujourd'hui, je pense que, vous voyez bien, un des refrains des acteurs de la chaire vulnérabilité pendant ces 5 ans, ça a été « tout est lié ». Vous ne pouvez pas rester en monoculture aujourd'hui. Quand vous abordez une question sociétale, vous avez besoin d'approches plurielles et d'approches croisées pour instruire votre question. Le réchauffement climatique, ce n'est pas simplement une question de géologue. Le réchauffement climatique, c'est la question de toute une société qui doit croiser ses savoirs. L'éducation, puisque nous sommes dans une université, l'éducation n'est pas simplement une question de sciences de l'éducation, c'est une question qui mobilise la psychologie, qui mobilise l'économie, qui mobilise l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, pour penser une question sociétale, vous avez besoin de croiser les savoirs. Et au fond, vous voyez, l'existence d'un département de formation humaine dans notre université, c'est ça. On dit à un étudiant, d'accord, vous allez vouloir faire tel métier, on va vous y préparer, pas de problème, mais ayez une culture large, parce que cette culture large vous permettra de mieux instruire vos propres questions. Les Allemands ont un autre système, c'est le système des majeurs et des mineurs en cycle de licence. Vous faites des maths et vous pouvez prendre théologie en mineur, puisqu'en Allemagne, la théologie est une discipline connue par l'État. Voilà. Mais donc, voilà, cette diversification de la culture au début d'un parcours universitaire me paraît absolument indispensable. Merci, monsieur le recteur. Merci de votre attention à tous. Vous retrouvez toute l'actualité de l'UCLI sur le site internet ucli.fr. Bonne rentrée à tous et à bientôt.